Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, il est là, Sorcellerie de Nuts Publishing. C'est clairement une rethématisation avec un léger retravail de Résistance qui était sorti il y a un an. C'est toujours de David Thompson, Roger Tunkersley et Trevor Benjamin parce que j'imagine qu'il n'est pas français, et c'est illustré par Albert Montelli. Cette fois-ci on n'est plus dans la résistance contre Franco, on est dans un univers de sorcellerie, on va essayer de ne pas finir au bûcher. On va voir si ça va être le cas aujourd'hui. On se retrouve pour une partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Alors, on va partir sur une partie de sorcellerie. Je vais vous expliquer très brièvement les règles et après on va vous expliquer les règles particulières de la vidéo parce qu'on va pas jouer au mode de jeu de base. Dans sorcellerie, on va avoir à chaque fois une main de 5 cartes. Et vous voyez que sur chaque carte, il y a 2 sorcières qui est en fait la même sorcière. On a une sorcière qui va soit être cachée, qui va avoir un effet un peu plus discret, un peu plus restreint, mais qui va pouvoir revenir dans notre défausse et donc revenir à la prochaine main. Ou alors on peut utiliser le pouvoir un peu plus fort. On va révéler nos pouvoirs au grand jour, donc on va faire une action one-shot qui sera puissante, mais on va finir en prison et donc on perdra la carte jusqu'à la fin de partie, sauf si on a un effet qui permet de récupérer. On a 5 cartes en main, on va avoir potentiellement des malédictions qui sont des cartes mortes, et donc on va avoir une première phase, on va pouvoir jouer nos cartes. Côté révélé, côté caché, côté révélé. Puis quand on a fait ce qu'on veut en fonction des effets, on va choisir une des 3 missions. Ces missions dessus, vous le voyez, il y a une valeur de puissance. C'est la puissance qu'il va falloir dépasser. Ce sont les valeurs écrites dans les flammes si on veut vaincre cette mission. Et notre objectif, c'est d'arriver jusqu'à la dernière mission pour gagner, mais ça on le reverra juste après. Donc on choisit la mission, et vous voyez que sur chaque mission, il y a des conditions, il y a des malus si on échoue, par exemple celle-là on perd une carte villageois, ou celle-là si on réussit on gagne une sorcière. Quand on choisit la mission, on révèle tous les défis qui sont en dessous. Pourquoi ici il y en a 3, pourquoi ici il y en a 5 et pourquoi ici il y en a 4? Bah c'est la valeur écrite sur la carte, ce n'est pas moi qui choisis de dire bah allez, protéger notre bétail ça va être plus simple qu'une autre ou plus compliqué. On révèle les défis, sur ces défis ce sont des cartes comme ceci qui ont aussi des puissances, on va pouvoir affronter ces défis pour éviter de prendre des échecs, comme subir une malédiction. Je vous l'ai dit, cette malédiction, ce sont des cartes qui vont pourrir notre deck, mais si en plus on doit en piocher une et qu'il n'y en a plus dans la pioche de malédiction, et ben c'est game over. On va pouvoir avoir des familiers qui sont des animaux qui viennent finalement en permanence dans notre zone de jeu nous aider. On va pouvoir avoir des trucs qui nous font perdre des villageois ou qui nous empêchent d'aller faire une mission tant qu'on n'a pas réussi à les vaincre. Les villageois, c'est quoi? C'est cette petite pioche-là, c'est aussi une condition de défaite. Je vous ai dit, condition de défaite, on doit piocher une malédiction et on n'en a plus. On a des cartes villageois, si jamais on a 5 villageois dans notre défausse, et ben c'est game over. Et vous voyez que les villageois, ça va de 1 à 3, et il y a une seule carte avec 0 villageois, qui était d'ailleurs celle au-dessus de la pioche. Donc je suis bien deg de devoir remélanger la pioche. 5 villageois dans la défausse, et bien on est mort, c'est game over. Et ces missions-là, si jamais, une fois qu'on a révélé les défis et validé la mission, on n'a pas assez de puissance pour battre la mission, première mission c'est ok, deuxième mission échouée, c'est game over. Donc il va falloir faire attention. Les valeurs que vous voyez là, et ben, quand on réussit les missions, on va pouvoir persuader des membres du jury. On va essayer de convaincre que la sorcellerie c'est quelque chose de bien. Et donc dans une partie classique, mais nous on va jouer un scénario, on a tiré aléatoirement 3 jurés qu'on place au-dessus. Et vous voyez qu'il y a des valeurs de persuasion qui vont de -3 jusqu'à 16. Sur chaque juré, on pioche 2 cartes comme ça, conviction. Et donc à la fin de la partie, quand on décide de s'arrêter, parce qu'après chaque manche on décide est-ce qu'on va au procès ou est-ce qu'on continue, eh bien on révélera les cartes conviction. Donc là la personne a 8 de conviction, donc ça veut dire que moi pour le persuader que je suis gentil, il faut que j'ai au moins 8 en persuasion. Et bien comment on augmente ça? C'est avec ces valeurs là, quand on valide des missions, on augmente soit de 2, soit de 1 pour ces cartes là. 1 c'est pour n'importe quel juré. 2, c'est quand c'est pour, on augmente sur le juré signature, vous voyez qu'il y a des icônes, la hache, le petit épi de blé et je sais pas ce que c'est. Et bien ici, si j'éteins le feu à la cabane du bûcheron, et bien forcément j'arrive un peu plus à persuader le bûcheron, hein, c'est son personnage totem. Si c'est à lui que je décide d'augmenter la persuasion, j'augmente de 2, si j'essaie d'augmenter sur un autre, j'augmente de 1. Ça c'est uniquement pour le mode de base. Nous, on va pas du tout jouer avec ça aujourd'hui. J'ai fait 4 parties sur le mode de base et après, eh bien, j'ai commencé les récits de Wildegren. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va le lire comme ça. J'ai fait le premier récit, on passe au récit numéro 2, première fois que je vais l'essayer.
l'année de la famine, nos champs dépérissaient, nos animaux mouraient et même la rivière semblait vide de poissons. Nous avions déjà fait face à la famine auparavant, mais pas de cette façon, pas tout en même temps. Donc là, sous nos mains de mise en place, je n'ai pas choisi les actes, je n'ai pas choisi les cartes mission. Par contre, la condition de victoire, c'est réussir à vaincre l'acte de niveau 3 qui est affronter l'épouvantail dans le vieux champ. J'ai du coup des défis, en plus des 20 classiques, il y a des cartes défis bien précises pour ce scénario. Et par contre, il y a un truc en plus, chaque carte mission a désormais un effet perdre un villageois. Vous voyez qu'il n'y avait que celui-ci qui avait un effet perdre un villageois. Maintenant, ils ont tous cet effet-là. Donc il ne va pas falloir que je me rate sur les missions, sinon je risque de perdre. Et tous les possédés, qui est une carte bien précise qu'on va pouvoir tirer éventuellement dans les cartes missions, dans les cartes défis, pardon, et a aussi un effet, placer cette carte dans la pile des âmes perdues, elle compte comme un villageois. Donc c'est très bien, on va pouvoir commencer la partie, maintenant qu'on en sait un peu plus. Alors ça c'est l'aide du jeu, mais moi que j'utilise pour cacher, pour savoir ce qui est en effet révélé ou en effet caché. La première phase du jeu, finalement, c'est une phase de draft. On va avoir ces, je crois qu'il y a 32 cartes, et on va les choisir deux par deux, et il y en a une qu'on mettra dans nos pioches, et une qu'on mettra dans la pioche des sorcières que l'on pourra potentiellement recruter en cours de partie. Donc ça va vous sembler probablement un petit peu long et un petit peu cryptique, puisque pour l'instant vous ne serez pas encore dans le cœur du gameplay, mais c'est la partie essentielle du jeu, c'est cette phase de draft. Donc je peux prendre Sabrina Lily ou James Kent, sachant donc qu'on aura au départ 3 malédictions qui iront dans notre pioche, obligatoirement. Et donc celle-ci a un effet, si vous n'avez pas de malédiction en main, plus 2. Donc ça peut être assez puissant, ça peut aller à 3, mais il faut avoir cette chance, sachant qu'on a quasiment tout le temps une malédiction au départ dans les mains. Donc c'est peu probable que je l'utilise, donc on va plutôt prendre Sabrina Lily qui a 2 de puissance basique, et en révéler, elle permet d'aller récupérer une sorcière qu'on a mis en prison, sachant qu'elle n'est pas très forte, mais ça permettra de récupérer une plus forte. Donc je vais plutôt garder Sabrina Lily, hop là. Je vais vous la passer assez vite cette phase, c'est juste que vous compreniez un peu. Alors Carol Sullivan, pareil, un effet révélé d'aller récupérer quelqu'un en prison. La puissance de base est plutôt pas mal, 2 pour Carol. Mais Eleanor Lily, généralement, les familles ont des noms. Comme tout le monde en fait. Sullivan, Lily, Kent. Et généralement, c'est plutôt une bonne idée de prendre des cartes avec le même nom parce qu'il y a une synchro. Donc là, par exemple, pour chaque carte, pour chaque Lily en jeu, eh bien, je peux récupérer une carte paquet de l'assemblée. Finalement, de piocher une autre carte. Et ici, pour son effet révélé, pas aller chercher les recrues. Donc on va jouer sur la famille Lily, qui de toute façon est plutôt une bonne famille. Marie Perrin, celle-ci, elle est hyper forte. Dans tous les cas, c'est une que je prends de manière automatique parce que plus il y a de villageois dans le cimetière, plus elle va devenir forte. Et donc c'est très important pour le late game. Je la prends sans réfléchir. Alors, des Kent, l'autre Kent, on ne l'a pas gardé pour l'instant, on l'a mis dans la défausse. Dans la truc recrue, Tancred, ça permet de révéler un défi, ça c'est quand même plutôt cool. Permet d'aller voir un peu ce qui se passe, donc oui, hop. Liz Sullivan et Amelia Stephens. Alors des familiers, ça peut être assez sympa, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans ce scénario-là. Et là, ça joue sur les Sullivan, ça permet d'aller piocher des cartes et de récupérer les Sullivan. Je vais quand même aller plutôt garder, on va essayer de jouer sur les Sullivan aussi. Hop. Alors, ou Tancred, et encore une fois, je prends la Tancred qui permettra d'aller révéler des missions, des défis. Kent ou Flint Spark. Défausser un soldat perdu, je crois pas qu'il y en ait dans ce scénario, donc c'est quand même pas très intéressant. Et celle-ci permet d'aller défausser des malédictions, donc c'est plutôt cool. Une Lily, on cherche pas, on en a déjà une dans le paquet, on en a même 2, donc on joue sur la famille. Encore une Lily, on joue sur la famille Lily, je crois qu'on a toutes les Lily. Il y a 2 Tancred. Phyllis ou Marie, j'ai déjà récupéré quelques Marie quand même, ça permet d'augmenter la puissance. Ouais, je vais prendre quand même celle-ci qui augmente la puissance en fonction du nombre de Tancred, mais je crois que j'en ai pas beaucoup. Liliana Sullivan, j'avais déjà une Sullivan, donc clairement on va essayer de jouer avec, ça permet d'aller recruter, même si elle n'est pas très forte. Hop, et le dernier tour de draft, une Sullivan ou une Roberts. Pour chaque malédiction, ça augmente la puissance. Mais là, pour chaque Sullivan, et j'ai déjà au moins 2 autres Sullivan en jeu. Donc voilà, ça c'est la pioche de recrues. Ce sont des sorcières qu'on va potentiellement aller récupérer. D'où l'intérêt du draft, c'est finalement se faire une main de cartes puissante et puis aller chercher d'autres sorcières pour récupérer celles qui, pas récupérer, mais pour combler celles qui sont en prison. Parce que si à un moment on a plus de sorcières en main et qu'on doit piocher et qu'on a que des malédictions, c'est aussi notre condition de défaite.
Hop, on rajoute 3 malédictions. Alors il y a des dessins dessus, mais c'est vraiment juste pour le lol, hein, ça ne change strictement rien. Une malédiction est une carte morte. Et donc, il vaut mieux avoir 5 cartes sorcières en main que 4 plus une malédiction, voire 3 plus 2 malédictions. Ok, ma pioche qui déborde un petit peu sur le côté. Très bien. On va maintenant pouvoir commencer à jouer. Donc, on pioche les 5 premières cartes. Et je vous rappelle, le but, c'est d'aller accomplir des missions jusqu'à révéler l'acte 3 et gagner. Alors, déjà, regarde ce qu'on a dans la main. On a Charlotte Kent qui permet d'aller défausser des malédictions. Sachant que là, j'ai aucune malédiction dans ma main. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que sur les 3 prochaines cartes du paquet, il y ait des cartes malédiction. Donc ça peut être intéressant d'aller jouer ça. Celle-ci aura un petit effet, vu que c'est une Sullivan, de +1 pour chaque autre Sullivan, et j'ai une autre Sullivan en jeu, donc ça pourrait être intéressant. J'ai un petit combo qui est ok. Ceci dit, j'aurai pas énormément de puissance. 3, 4, 5, 6, j'aurai 7 de puissance si je fais tout en cachet. Donc on va plutôt aller essayer de voir plutôt sur ces petites là. On va du coup jouer en face cachée Norma. Norma qui permet de révéler tous les défis d'une mission. Et bien écoutez, on va révéler ici parce qu'il y a 5 défis. Et donc ça peut être assez compliqué. Donc ce qui est révélé aussi pour les prochains tours. Hein. Ça ne sera pas caché, ça ne sera pas changé. Donc je sais exactement quels sont les défis de la protection du bétail. On voit qu'il y a pas mal de cons. Il y a un familier, mais qui est pas intéressant au début de game, parce qu'on a un gain de 2 de puissance, et on a déjà un autre familier dans ma zone de jeu, donc il faudrait déjà en avoir un autre pour qu'il soit intéressant. Ça fait perdre une carte villageoise, ça fait perdre une carte villageoise, ça me fait subir une malédiction, donc il vaut mieux, au début du jeu, perdre des villageois que de subir des malédictions, parce que ça pourrit notre deck. Donc il faudrait au moins 4 plus 3, 7. Et les Nyx aussi, ça nous fait prendre aussi, clairement... Une autre, voilà, là on perd 3 villageois, ce qui fait beaucoup quand même, parce qu'on a le droit qu'à 5. Donc clairement, quand on ira faire ça, il va falloir être vraiment bien équipé, au moins 10, si on peut au moins tuer un rat de la peste. Donc clairement, c'est pas là où on va aller, on va plutôt aller affronter, éteindre le feu à la cabane du bûcheron. Donc je choisis cette mission, là c'est officiel, je révèle les défis, et après je peux continuer de jouer des sorcières. C'est moi qui décide quand est-ce que j'arrête de jouer des sorcières pour révéler la mission, et après je continue de rejouer des sorcières. Il y a 2 phases pour jouer des sorcières. Vous l'avez compris, hein, il y a des effets qui permettent de révéler les missions, ce qui permet de prendre l'info en fait tout simplement. Donc ici il faut 4 de puissance. Qu'est-ce qu'on a en défi? Le rat de la peste qui est vraiment nul, qui me fait perdre une carte villageoise, donc lui il faut absolument qu'on le tue. Et on a 2 insectes. Ils sont chiants aussi parce que ça fait placer d'autres défis sur les autres objectifs. Donc idéalement 4, 5, 6, 7, 10. 10 si je veux tout clean. Ou au moins 7. Au moins 7, 7 on les faisait automatiquement. Hein. Merci Lily, on la joue cachée parce que son effet révélé, c'est pour chaque autre Lily. Pour chaque Lily. Et pour l'instant, j'ai qu'une seule Lily, donc c'est pas très intéressant. 1, 2, 3... 5, 6, je peux aller à 10 quand même. Si je joue la Kent côté sorcière, je peux aller à 10. Ouais, on va faire ça. Bon allez, on va jouer Liliana Suzanne côté caché qui nous dit, regardez toutes les cartes de la pioche recrue et je peux aller récupérer une Sullivan. En espérant qu'il y en ait encore une. Ouais, il y a encore Carole Sullivan, je crois que c'est la seule, je les ai toutes. Ouais. Et je la place au sommet de la pioche. Et après, je remélange le paquet des recrues. Donc, j'ai récupéré une nouvelle sorcière. Ce qui est plutôt cool parce que du coup, je vais jouer Charlotte Kent côté révélé. Ce qui veut dire que je vais la perdre à la fin du tour. Et Elsie Sullivan, je la joue face cachée. Elle a un effet lors de la phase de défi. Donc, on va pouvoir s'attaquer à ces défis-là. On compte ma puissance. 4, 5, 6, 7, plus 0, plus 2, 9 et plus 1 pour chaque autre Sullivan. Et ça, c'est une Sullivan. Donc, j'ai 10. Et là, si je veux tout clean, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je les fais tous un par un, mais en fait, je vais tout clean, hein, les 10. Donc, tout ça, c'était des effets échecs. Donc, je les retire, j'ai pas de bonus. Et éteindre le feu à la cam du bûcheron, il n'y avait qu'un effet échec, pas d'effet bonus. Donc, j'ai clean tout ça. On passe à la phase de récupération. Et Charlotte Kent, malheureusement, va en prison. Hop, prison qui sera juste en dessous. Et tout ça, ça va dans ma défausse. On remplit immédiatement avec une nouvelle mission qui sera purifiée le puits, et on y met en dessous 4 défis. Et donc on est reparti pour un nouveau tour, on pioche 5
sorcière. Alors, purifier le puits, ça peut être sympa. Il faut quand même pas mal de puissance, mais ça permet d'aller recruter une sorcière. Et ici, sauver les réserves de blé du village, ça permet d'avoir une main de cartes de 6 au lieu de 5 pour le prochain tour. Ce qui peut être aussi très intéressant pour aller affronter un défi un peu plus gros. Là, je suis à peu près sûr d'avoir au moins une malédiction. Ouf, non, je n'ai aucune malédiction en main, ce qui veut dire que dans la prochaine pioche, je vais avoir mes 3 malédictions. Ce qui veut dire que j'ai tout intérêt à aller chercher un truc qui me permet d'aller piocher plus, d'essayer d'affronter ce défi-là. Alors on les range par famille, les Lily, les Sullivan. Ok. Donc on a Marie Perrin qui me donne +1 ou +2 de puissance pour chaque carte villageois dans le cimetière. En l'occurrence, pour l'instant, elle n'est pas utile. Carole Sullivan qui permet d'aller récupérer quelqu'un en prison, mais on risque de la jouer côté caché. Les Sullivan qui permet d'aller piocher 3 cartes du paquet assemblé et d'aller récupérer des Sullivan. Je pense pas avoir encore des Sullivan parce que j'en avais déjà 2, je crois, à la manche d'avant et que là j'en ai 2 en main. La Lily qui permet d'aller récupérer autant de personnes en prison que je joue Lily. Donc par exemple, si je joue ces 2 Lily ce tour-là, ça permet de récupérer 2 personnes en prison, sauf que pour l'instant j'en ai qu'une seule. Donc ça c'est un bon combo pour récupérer sa main, mais pour l'instant un peu léger. Et Eleanor Lily qui permet de piocher des cartes pour chaque Lily en jeu de la pioche, d'en prendre une en main et de du coup remélanger les autres. Ou alors d'aller tout simplement recruter 2 cartes. Et bien écoutez, on va déjà aller jouer Eleanor Lily côté caché, qui permet de piocher une carte. Ah oui non, pour chaque Lily en jeu, donc il faut déjà que je joue Sabrina face cachée. Et ensuite Eleanor, donc j'ai 2 Lily en jeu, ce qui me permet d'aller piocher 2 cartes du paquet assemblé. Et j'en garde une. Et bah écoutez, je vais garder la malédiction. Et celle-ci, je la remélange dans le paquet. Tout simplement parce que du coup, ça me permet d'avoir une main de 2 malédictions et non pas de 5, et non pas de 3 malédictions. Au prochain tour, ça sera un peu plus léger. Et que là, j'ai pas besoin forcément d'avoir beaucoup plus. Ok, bah je vais choisir cette mission-là. Sauver les réserves de blé du village. On révèle un petit peu les défis. Ok. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, on risque d'avoir une défaite. Je peux pas surmonter la mission tant qu'il y a une foule en colère. Or, il y a 2 foules en colère. Donc si je veux faire cette mission-là, je suis obligé d'avoir 5 plus 2 plus 3, ça fait 10. Le sanglier me fait perdre une sorcière. Ça, c'est chiant. Et le possédé, s'il reste vivant, il va directement dans le cimetière. Donc là, techniquement, il y a tout qui m'embête. J'ai pas envie de perdre de sorcières. Je suis obligé de les tuer. Et voilà, donc on va probablement tuer les 2 là. Et puis tant pis, on va perdre la mission. On va voir ce qu'on peut faire, mais... Marie Perrin, je vais la laisser côté faible. Parce que j'ai personne de toute façon pour l'instant dans mon cimetière, mais elle va devenir très forte. La malédiction, donc elle est perdue. Je la mets déjà dans ma défausse. Parce que là, j'ai pas d'effet sur les malédictions. Pour l'instant, j'ai 1, 3. Je peux aller jusqu'à 6. Ouais, on va se faire un tour. Alors, on va quand même déjà voir ça. Liz Sullivan en côté caché. Piocher 3 cartes du paquet assemblé. Placez tous les Sullivan dans votre main. Il n'y a pas de Sullivan. Donc après, je les remets dans l'ordre que je veux, mais ça ne changera rien. Et écoutez, celle-ci aussi, je la joue en caché. Je mets tout caché. Je vous l'ai dit, on a le droit de perdre une mission. Pas plus. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de puissance. Clairement, je ne veux pas que le possédé aille dans ma pile de décès. Donc je le tue. Il me reste 4. Je ne veux pas perdre une sorcière, je tue le sanglier, il me reste 2. Je tue la foule en colère, il reste 0. De toute façon, je n'aurais pas pu affronter ça tant que je n'avais pas battu la foule en colère. Donc j'ai perdu. J'ai perdu une première mission. Alors, on a vu un effet, c'est que, en cas d'échec de mission, il y a un effet bonus qui se rajoute pour ce récit, c'est qu'il y a un villageois qui meurt. Ok, c'est que 1. Je mets la pioche à côté. Et bah du coup, hop, ça, c'est supprimé. Tout ça, ça va dans ma défausse. Et par contre, je ne remplis pas, je ne récupère pas une 3e mission. J'ai foiré, et ben je n'ai plus que 2 missions en jeu. L'avantage, c'est que du coup, il y aura plus de place pour jouer, ça prendra moins de place. Mais attention, hein, j'ai plus le droit à l'erreur, alors qu'on est au tout début du jeu et qu'on est sur des missions de l'acte 1, qui sont les missions les plus simples. Donc autrement, autant vous dire que j'ai clairement perdu.
D'autant plus que ma prochaine main sera dégueulasse, avec 2 malédictions. Ce sera la main la plus pourrie du monde. Alors, puissance pour les lilies, il n'y a pas d'autres lilies. Puissance pour les Tancred. Alors, il y a 2 Tancred, ça peut être cool. Et ça, c'est révéler un défi ou défausser. Joséphine Tancred peut être vraiment cool, mais ça m'embête de la perdre maintenant quand même. Cyclone, disons que là, il faut au moins 6. Si tout se passe bien, j'ai 7. Mais il ne faut pas qu'il y ait un défi qui m'oblige à aller récupérer ça. Et là, je peux faire ça, 4 plus 3, 7. Mais après, du coup, je perds 3 villageois. Et 3 villageois, ça fait qu'on peut être très très rapidement à 6, quoi. Donc je pense... Donc je suis... Et bien qu'on va jouer Joséphine Tancred en face révélée. Tant pis, hein. On va essayer d'aller le plus loin. Défausser un défi, je défausse celui-ci. Et j'augmente ma puissance de Joséphine d'autant. Donc 4. Et je joue Liliana et Marie côté face cachée. Hop. Mes malédictions vont dans ma défausse, là j'en ai pas besoin. Je choisis cette mission-là. J'ai du coup 4, 5, 6, 1 point pour Hot Lily, mais il n'y en a pas d'autres. 7, 8, plus 1 point pour chaque autre Tancred, et ça c'est une Tancred, donc j'ai 9. J'ai 9, la sorcière maléfique, il me reste 6, je n'ai pas envie de subir une malédiction et de pourrir encore plus ma main. Et du coup, protéger notre bétail, que je valide. Effet de bonus, je recrute une sorcière, Jane Kent. Et du coup, maintenant, je me prends tous les échecs. Un villageois, et bon, ça, il n'y avait pas. Donc, je vais perdre 2 villageois dans cette histoire. Si ce sont 2 cartes 2, eh ben, j'ai perdu. 2. Je suis à 3 villageois. Et ben voilà. Ah, c'est pathétique. J'ai perdu. J'ai validé 2 missions. Est-ce qu'on la sort comme ça, la vidéo? Bah oui, on va la sortir comme ça, hein, c'est une vraie partie. Vous n'aurez pas vu grand-chose du jeu. J'étais même pas encore aux cartes de l'acte 2. Bref, bon bah voilà, le jeu est dur, mais vous avez un petit aperçu de ce à quoi le jeu ressemble. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur Résistance, qui a le même gameplay pour le coup. Je me suis fait ouvrir en 2. Bon, voilà, la vidéo sera courte. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, partie quand même relativement éclair. Je me suis posé la question de retourner la vidéo, mais bon, hein, on n'est pas toujours obligé de gagner en vidéo, on n'est pas obligé de toujours gagner non plus. Et finalement, Sorcellerie, c'est ça, c'est un jeu qui va être injuste. En même temps, les procès des sorcières étaient relativement injustes, donc on va dire que c'est thématique. On le dit tout de suite, Sorcellerie, c'est vraiment un léger, mais très léger retravail de Résistance. Donc si vous avez déjà Résistance, finalement, il y a très peu de raisons d'acheter Sorcellerie. Si vous n'avez pas Résistance, est-ce que ça vaut le coup de vraiment acheter Sorcellerie? On va le voir tout de suite, mais les différences sont minimes, donc je vais vous le dire tout de suite. Pour moi, ce qui est important, c'est le thème. Donc choisissez le thème qui vous intéresse le plus, la Résistance ou eh bien, les sorcières. Finalement, les deux différences majeures et même uniques entre les deux, c'est que dans Sorcellerie, on aura, en tout cas pour le mode principal, pas le mode campagne qu'on a vu aujourd'hui, il y aura une vraie condition de victoire. C'est-à-dire qu'on a 3 jurés à convaincre. Si on a convaincu les 3 jurés, eh ben, on a une victoire. Si on a convaincu 2 jurés, on a une égalité. Et 0 ou 1 juré, tout simplement, on a perdu. Là où avant, quand on jouait à Résistance, c'était toutes des petites missions, toutes des petits trucs qui nous rajoutaient des points de victoire. Et donc on comparait nos points de victoire contre un ensemble, un scoring, et donc ce scoring nous disait si on avait gagné ou pas. La différence est subtile, mais du coup maintenant il y a quand même vraiment une vraie condition de victoire, convaincre les 3 juges. Et finalement, le jeu est quand même un petit peu plus simple parce que maintenant les sorcières, les cartes que l'on va utiliser, fonctionnent en famille. Donc si vous mettez 2 cartes de la même famille, vous savez qu'il y aura un effet un petit peu qui va comboter. Donc ça rend le draft et le choix des cartes beaucoup plus simple que dans Résistance. Ça, ce sont les deux différences. Un jeu un peu plus accessible et finalement une condition de victoire. Beaucoup disent que c'est une amélioration du gameplay. On peut le voir comme ça. Ça, je vous laisserai juger. Clairement, dans Sorcellerie, il y a plein de points positifs. Il y a plein de points positifs qui est également là dans Résistance. C'est un jeu qui, sur le papier, est intéressant. Déjà, graphiquement, j'adore le travail de Monteis. J'aime bien cet univers très comics indépendant. Ça marche très bien avec cet univers de Sorcellerie. La mécanique
et je trouve ultra original d'avoir ces cartes avec deux côtés, une face cachée, une face révélée, avec du coup cette face révélée qui va être ultra puissante, mais ça sera du one shot, et donc à vous de choisir, de trouver le bon moment où claquer la carte. Je trouve ça franchement formidable. J'aimerais avoir plus souvent ce genre de mécanique dans les jeux de société. Je trouve que ça marche très bien, encore plus pour du solo. J'aime le fait qu'il y ait cette phase de draft initiale, ce qui donne pas mal de sel au jeu. On n'a pas juste un deck préconstruit, on va devoir se casser la tête à qu'est-ce qui marche bien ensemble. J'aime le fait qu'il y ait une campagne en plus dans celle-ci. Alors c'est peut-être le cas dans Résistance, mais je me souviens plus. Je trouve qu'elle est elle est scénarisée, ça devait être clairement le cas dans Résistance, mais là ça m'a marqué avec ces scénarios qui vont fluctuer. On n'aura pas les mêmes cartes, on n'aura pas les mêmes conditions de victoire, on n'aura pas les mêmes missions, et c'est de plus en plus difficile. Donc clairement, faites vos premières parties directement avec la campagne, commencez pas par le mode de jeu contre les jurés qui est beaucoup plus compliqué. Là c'est progressif, et ça marche plutôt bien. Donc plein de points forts qui font que c'est un bon jeu solo. Par contre, j'ai aussi plein de critiques qui étaient déjà présentes avec Résistance, voire qui se sont surajoutées. La première, c'est que finalement le draft, qui est un point fort, est devenu trop simple. C'est que, je vous l'ai dit, vous avez des noms de famille, les noms de famille fonctionnent bien ensemble. Donc à la première phase, vous avez deux cartes. Bon, là, vous choisissez celle qui vous semble intéressante, celle que vous aimez bien jouer, mais du coup, si vous avez pris une carte d'une famille Sullivan, à la prochaine main, si vous avez une carte Sullivan, vous n'avez aucun intérêt de ne pas la prendre. Il faut aller faire fonctionner les familles. Et du coup, ça rend ce choix de draft, finalement, limite obsolète, parce que ça le rend beaucoup trop simple. D'autant plus, si j'ai dit Sullivan, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des familles de sorcières qui sont quand même beaucoup plus pétées que d'autres. Donc, clairement, les Sullivan. Et donc, vous allez finalement essayer d'aller toujours vers le même deck, le deck qui est un petit peu le deck idéal, d'autant plus qu'il y a des sorcières qui sont quand même plus efficaces sur la deuxième partie de jeu, et donc vous n'avez pas tellement d'intérêt d'avoir dès le départ. Donc la création de deck, finalement, elle est un petit peu trop téléguidée, et malgré que ça soit téléguidé et que c'est facile de faire un bon deck, vous êtes ultra dépendant des tirages. Des tirages des cartes et des tirages des défis. Si vous n'avez pas de chance et que vous n'avez jamais les cartes de la même famille en même temps dans la main, vous allez galérer. Alors certes, il y a des effets de cartes qui permettent d'aller explorer un peu la pioche, d'aller chercher des sorcières au niveau de la cachette, etc. Mais vous pouvez vraiment galérer, de même que si vous avez une main où vous avez vos 3 malédictions qui sont mélangées dans la pioche, qui sont directement ensemble, vous avez un tour avec 3 malédictions, c'est un tour tout pourri où vous n'allez finalement rien faire et vous allez être ultra embêté après à surmonter cette épreuve. Donc vous avez vraiment moyen de passer à côté de tous vos combos à cause d'une malchance de tirage, et qui arrive finalement assez fréquemment. Et pareil, au niveau des défis, vous pouvez ne pas avoir de chance, avoir une mission seulement avec 3 défis, mais tous ces défis qui sont finalement un peu chiants, ou il y a plein de conditions de tirage qui font que des fois votre partie peut être perdue à cause d'un tour où vous avez manqué de malchance. Alors c'est un jeu solo, on aime avoir du défi, c'est ce qui donne envie de rejouer, mais il y a quand même ce fort facteur aléatoire associé à un draft qui est finalement assez unique. On a tendance à faire toujours un peu la même chose. Et là, le troisième point, et là je sors du mode campagne, je viens sur cette amélioration de sorcellerie, cette condition de victoire. Je vous ai dit, vous avez du coup une défaite, une égalité et une victoire. C'est vous qui choisissez à quel moment vous allez au procès. Donc c'est-à-dire que vous avez quand même de fortes chances de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport aux jurés, si vous savez que vous allez les convaincre ou pas les convaincre. En tout cas, vous avez tout intérêt à aller chez le juge quand vous avez révélé les cartes adverses. Et donc, à aucun moment, vous avez envie de vous dire « je m'arrête maintenant », alors que vous savez que vous avez une égalité. Donc finalement, ils ont créé un seuil de victoire et un seuil d'égalité, mais ce seuil d'égalité, je trouve, est inutile. Alors des fois, vous pouvez ne pas le savoir et le découvrir au moment de la révélation, et dans ce cas-là, vous êtes content de ne pas avoir perdu, mais jamais dans ce jeu, on est satisfait d'une égalité, donc une égalité est finalement une défaite. Et donc, je trouve d'avoir créé ces différents paliers, je trouve que ça a été mal choisi, quoi. Mettez une victoire et puis que des défaites, et puis voilà. Mais cette sensation d'égalité, jamais je vais me dire, bon ok, je me suis bien débrouillé, je m'arrête maintenant, j'accepte mon égalité. Non, c'est une défaite finalement, une défaite cachée. Voilà, là on a quand même balayé les principaux défauts, un dev draft trop simple et un aléa quand même assez majeur, qui peut être du coup finalement frustrant, parce que des fois vous avez l'impression de bien faire les choses, et puis il y a un tour où ça se passe mal, et finalement ça fout toutes vos parties en l'air. Il y a un dernier point, mais là qui est vraiment totalement subjectif, c'est que
et ben même si dans Résistance, je me plaignais que la résistance, ça me passionnait pas et que c'était pour ça que j'étais passé à côté du jeu, en tout cas c'était mon argument, le principal argument que j'utilisais l'année dernière, c'était que c'était le thème qui me bottait pas. Et bien finalement, thématiquement, je trouve que Résistance, c'est beaucoup plus fort que Sorcellerie. Parce que là, ok, ça marche. Les sorcières sont cachées, elles sont révélées, on les mène en prison. Bon, on va peut-être même les mettre directement au bûcher, plus que les prisons, mais c'est sûr qu'on pourrait pas les désincinérer avec certaines cartes. Mais bah, je trouve pas ça finalement fou. Alors que bah, c'est vrai que cette notion de résistance, d'aller piéger un tank, etc., de faire une action forte et de partir en héros, bah, même si j'aime pas le thème de la résistance, et bah, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus fort et beaucoup plus prenant quand on jouait. Donc un défaut que je mettais en avant finalement, enfin un défaut, une sensation que je ressentais l'année dernière qui était pour moi plutôt négative, bah, aujourd'hui c'est quelque chose que je regrette dans Sorcellerie. Je vais quand même lui mettre un Zogma d'argent parce que ça propose quelque chose d'original, mais en fait ça propose la même chose que Résistance, mais sur le papier les deux jeux sont originaux, ça propose quelque chose d'assez, ouais, de pas mal, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts, et donc ça dépendra vraiment de vos goûts et de ce que vous recherchez dans les jeux de société. Ça sera un Zogma d'argent, mais voilà, ça peut rapidement fleurer avec le Zogma de bronze. Et si les Zogmas ne dépendaient que de moi et que je n'essayais pas d'être un brin objectif, ça serait du Zogma de bronze, mais on va lui donner comme un Zogma d'argent. De toute façon, ces Zogmas, vous en faites bien ce que vous voulez. Ça n'a que la valeur que vous leur accordez. Voilà mon avis sur Sorcellerie qui a quand même été pas mal plébiscité sur les groupes solo, j'ai vu assez peu de critiques, donc je suis curieux de savoir si mon ressenti, eh bien, vous le partagez ou pas du tout. Dans tous les cas, partagez en commentaire eh bien, votre impression que vous y ayez joué ou pas. Si ça vous intéresse, il y a quand même un petit lien affilié Ludum en description si jamais vous souhaitez me soutenir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!